C'est très compliqué de passer après des films, et surtout quand ils sont si bien exposés. Alors si je pars dans la géopolitique comme ça, je pense qu'on va aller nulle part. Pourquoi ne pas parler d'une expérience que j'ai eue il y a 15 jours dans mes fonctions d'ambassadeur itinérant, titre, enfin bref, j'étais au milieu, si vous voulez, de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une organisation internationale qui a été créée par l'ONU pour inciter le dialogue entre parlementaires, et en particulier entre parlementaires israéliens, palestiniens, syriens, libanais, égyptiens, et puis le nord de la Méditerranée avec les Balkans, les Croates, les Serbes, les Albanais, les Bosniaques et les personnes de Bosnie-Herzégovine. Et nous voilà, il y a une dizaine de jours, donc, à Rome, tous ces gens présents. Alors, dans le sud, on a aussi, maintenant, se sont attachés à nous, non seulement le Bahreïn, mais aussi les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar. Vous voyez le spectacle, il y a 10 jours, avec le mal. Les Israéliens étaient là. Quelqu'un du Likoud, de la Knesset, merci. Et en face, le Palestinien qui était là, et enfin une série d'ailleurs, il y en avait 2 ou 3, plus tous les gens d'Afrique du Nord. Et c'était vraiment pathétique. Pathétique parce qu'ils ne voulaient pas se parler. Moi, je voyais le mal dans le fait qu'ils ne voulaient pas se parler. Peut-être parce que, pour moi, la diplomatie a pris le dessus sur le fait de rompre le cycle de la vengeance privée que j'exerçais quand j'étais magistrat. C'était ça, en fait, le point, avec l'autorité légitime. Mais j'ai trouvé que, finalement, aller de l'action judiciaire, du phénomène judiciaire à l'action diplomatique, donnait encore plus d'action à faire en tant que chrétien, et je le suis, je l'assume, contre le mal. Pas le mal absolu, je suis d'accord. Le mal intrinsèque, le mal qu'on essaye en diplomatie d'éradiquer dans la mesure où ce non-dialogue est le mal à ce niveau-là. Ils ne se parlent plus. Et là, le diable est content. Ils montrent combien ils ont souffert. Victime devient auteur. Les Israéliens avec les pancartes du 7 octobre, les Palestiniens avec les pancartes de Gaza, ou ce qu'il en reste. Et quand même, si vous voulez, tous ces pays beaucoup de pays arabes qui disent tout ce qu'ils pensent de l'action de l'armée israélienne en Palestine. Et donc, à un moment donné, le représentant de la Knesset a dit, puisque c'est comme ça, je vais dire au président de la Knesset de se retirer de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. J'ai dit, je suis allé le voir, j'étais le seul. Les autres étaient... Et il y avait l'Égyptien qui était là également. J'étais le seul, mais il n'était pas loin, vice-président du Parlement. Et je lui ai dit, Mohamed, s'il te plaît, réfléchis, dis quelque chose après ça, parce qu'on ne peut pas couper le dialogue. Je m'en occupe. Moi, je vais voir les Israéliens. Et ces gens étaient vraiment pleins d'une rancœur, je dirais, imbibés de leur position de victime, sans voir la réponse qu'ils ont faite, qui était certainement disproportionnée, ou en tout cas disproportionnée par rapport à la population civile, mais on ne sait pas comment faire parce que le Hamas est au milieu d'eux. Je leur ai dit, écoutez, si vous voulez continuer comme ça, partez, etc., vous serez de plus en plus isolés. Et vous allez aller où? Vous allez continuer comment? Je ne vous dis pas de trouver des solutions, ce n'est pas notre rôle ici. Mais au moins, ne rompez pas le fil.
continué à parler. On se connaît assez bien. Il m'a dit c'est difficile d'être attaqué par tout le monde. Je lui ai dit oui, mais réfléchissez à vos actions, voyez, etc. Et là, à la fin, il m'a dit une chose qui m'a fait un grand plaisir, parce que c'était une sorte de victoire de lui-même. Moi, je n'étais que la petite chose, là. Il m'a dit, bon, on va rester. J'ai dit, confronter, expliquer, dire, oui. Partir, non. Alors évidemment, j'en ai beaucoup d'histoires comme ça, de confrontation au mal. Quand vous vous retrouvez devant une église au Rwanda, j'ai fait à peu près tous les terrains que l'on peut trouver, c'est-à-dire l'Afghanistan, l'Irak, le Rwanda, le Burundi parce que c'était pas facile non plus, et d'autres, l'ex-Yougoslavie, ma première, qui était avec des charniers partout, enfin avec mon ami Chérif Bassiouni, vous avez peut-être connu Chérif Chantal Delsol, avec qui on déterrait les charniers, etc. On voyait le mal partout. C'était un mal intrinsèque. Et c'est pour ça que je suis assez d'accord, je vais choquer peut-être aussi, je suis assez d'accord avec Chantal Delsol lorsqu'elle dit le nazisme. L'histoire en est... Alors évidemment, c'était sur un peuple précis avec la Shoah, mais il y a aussi sur un peuple précis les Arméniens, il y en a 36. Et dans l'Antiquité, quelle était la tradition? Vous la savez tous, là, la tradition. Quand on était en guerre et qu'on prenait une ville, on tuait tout le monde. D'abord, on violait les femmes, bien entendu, on égorgeait les enfants, on tuait les gens dans des supplices épouvantables. Donc, c'était une tradition. C'est l'évolution, finalement, de nos idées, du fait que l'on soit policé, etc., qui a mis la lumière peut-être sur le nazisme, comme on aurait pu le mettre également sur le stalinisme, et on pourrait le faire grâce à Solzhenitsyn. Et donc, moi, j'en viens, si vous voulez, à ces situations dans lesquelles on doit faire quelque chose. Alors, on doit faire quelque chose, mais le problème en géopolitique, c'est qu'on justifie ses actions. Donc, le mal, si vous voulez, en géopolitique est complexe, sujet à des interprétations subjectives. On met le mal de l'autre en avant pour dire que. C'est ça, en matière de géopolitique. Puisque je reprends cet exemple, les Israéliens mettent en avant le terrorisme du 7 octobre, et puis les Palestiniens, le fait que dans Gaza, il ne reste presque plus rien en surface. Donc, si vous voulez, ça, on est dans une logique d'État. Et à ce niveau-là, je pense que, malheureusement ou heureusement, mais en tout cas en géopolitique, il faut parler de la relativité du mal. Le mal est relatif parce que ça dépend de quel côté vous vous placez. Et en matière juridique, puisque quand même, au fond de moi-même, je suis quand même encore un peu un juriste, c'est le point typique est le crime d'agression. Pour les uns, l'agression, elle se justifie parce que l'autre voulait l'agresser, et pour l'autre, il se dit, moi je suis la victime, donc je suis en légitime défense. Article 52 de la Charte des Nations Unies. Donc si vous voulez, il y a une relativité du mal. Et pour prendre un exemple, toujours dans le cadre de notre affaire israélo-palestinienne, c'est le cas du terroriste. Moi, je vais vous dire, alors quand j'étais à Vienne, aux Nations Unies, je ne regardais ça que du côté juridique, justement. Le terroriste, c'est qui? Ah, mais je sais qui c'est sur le plan, je dirais, juridique, je sais qui c'est le terroriste. C'est celui qui a commis les actes de terrorisme au sens des conventions sectorielles des Nations Unies. Vous en avez 19. 19 conventions, et les actes commis définissent celui qui est terroriste. Et d'ailleurs,
lorsque, toujours dans la séance de l'APM de l'autre jour de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, les Israéliens sont venus vers moi et ils me disent « Oui, mais vous comprenez, les Hamas, c'est des gens, c'est des terroristes et on ne les a pas mis comme terroristes au niveau des Nations Unies. » Ma réponse a été peut-être pas comme organisation, mais chaque acte qu'ils commettent est un acte terroriste. Ceci étant, comme on dit en anglais, one day somebody is a terrorist, the day after is a freedom fighter. Le premier jour, un jour, quelqu'un est un terroriste, le jour d'après, il est combattant de la liberté. Affaire personnelle. Tant pis, je me lance, puisqu'on est ici au milieu de chrétiens ou de gens qui partagent cette chrétienté à l'ICES. Mon oncle, Paul, c'est pour ça que je m'appelle Jean-Paul d'ailleurs, a été tué à 18 ans par la division d'Asreich, alors qu'il était dans un corps constitué qui s'appelait le Corps Franc-Promiès, membre des FFL, Forces françaises libres, avec habit militaire. Mais c'était dans le Gers, chez moi, comme mon accent le laisse pressentir. Donc, il est tué vraiment comme une bête, et il est tué comme quoi? Comme terroriste. N'est-ce pas? Et maintenant, bien sûr, il a son nom sur le monument aux morts à l'île Jourdain, puisque il a été considéré comme résistant. Et il a son nom comme résistant. Donc vous voyez, je veux insister sur la relativité du mal dans les relations internationales. Il y a quand même un point, je dois dire, et je veux l'évoquer parce que ça a aussi quelque chose à faire avec ce que l'on fait actuellement. Je suis membre de la commission des juristes du club des juristes du Conseil constitutionnel pour donner des avis sur le projet de loi actuel concernant la criminalité transnationale organisée. Ça revient un peu à vos films, là. Je suis content d'avoir eu ces films avant. Alors, la criminalité transnationale organisée, c'est le mal intrinsèque. Évidemment que c'est le mal intrinsèque. Les mafias, la drogue qui se répand, etc., etc. Oui, c'est vrai, c'est le mal intrinsèque. Les gens n'hésitent pas à tuer. Pourquoi? Alors ça, c'est très intéressant, et ça, c'est la différence avec le terrorisme et les autres notions de géopolitique, parce que la criminalité organisée est rentrée en géopolitique. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'occupe de crimes organisés. Le Conseil de sécurité de l'ONU, à l'unanimité, russes, les 5, comme on dit en anglais, les big fat cats, c'est-à-dire les 5 chats bien gras, les États-Unis, la Russie, la France, le Royaume-Uni et la Chine. Tout le monde s'est mis d'accord pour essayer, bon, très mal, hein, je dois dire, ça ne marche pas, mais enfin, pour prendre des résolutions, alors qu'au moment de la guerre froide, on n'en prenait aucune. Hein. Il y a quand même, actuellement, le Conseil de sécurité fonctionne malgré ce qui se passe, alors qu'au moment de la guerre froide, il ne fonctionnait pas. Pourquoi faire? Pour prendre une résolution contre les gangs en Haïti. Tout le monde était d'accord. Pourquoi? Parce que c'est le crime organisé. Et là, il n'y a pas d'intérêt, je dirais, particulier. C'est un phénomène général, c'est le phénomène des gangs. Je ne suis pas certain, ou plus exactement, je suis certain, je vais le mettre dans l'autre sens, que des États sont très contents de pouvoir profiter de cette déstructuration des valeurs par le crime organisé. Grande déstructuration des valeurs. Parce que, on l'a écrit, je suis un des rédacteurs de la Convention de Palerme, et on ne pouvait pas faire moins, sur la criminalité transnationale organisée, qu'est-ce qu'on a écrit? Que toute action, etc., je vous passe les choses, toute action du crime organisé n'a qu'un seul but. N'a qu'un seul but. Et ça, je le connais par cœur, c'est moi qui l'ai écrit. Donc, je le sais. Pour obtenir un avantage financier ou tout autre avantage matériel. Vous voyez la différence? C'est intéressant. Ça, c'est le mal, entre guillemets, lucratif. On a parlé du mal idéologique, du mal, comment dirais-je, qui opposait, etc. Mais, comment? Ontologique, oui. Mais moi, je dirais même idéologique là-dessus. Mais ontologique et idéologique. Mais là, c'est pas pareil. Là, c'est un mal, et un mal fréquent,
je dirais, énorme qui touche tout le monde. Imaginez, c'est pas imaginer, c'est la vérité, que en 2023, le montant total comment dirais-je, du business du crime organisé a été de plus de 5 000 milliards de dollars. Deux fois le montant des budgets de toutes les armées du monde. Donc on a un vrai défi. Là-dessus, ça marche. Donc, si vous voulez, il y a un mal sur lequel on lutte assez bien, mais qui se propage parce qu'on n'a pas assez de capacité, de réaction, et même la coopération internationale. Et un mal sur lequel on a cette espèce de relativité. C'est le mal, je dirais, idéologique, au niveau géopolitique. Alors, vous me direz, mais alors comment vous avez fait quand vous étiez directeur exécutif du contre-terrorisme au Conseil de sécurité, avec les 5 États du Conseil de sécurité? C'était relativement facile. Et je vous montre la relativité. J'étais là-bas entre 2013 et 2017. C'est l'époque de Daesh et Al-Qaïda au maximum de leur capacité, surtout de Daesh. Et alors, finalement, vous allez voir les Russes, vous leur dites, j'allais souvent en Russie, je connaissais très bien les dirigeants de ce pays, et donc, je disais, mais on va lutter contre le terrorisme. Oui, oui, bien sûr. Eux, ils pensaient à quoi? Ils pensaient à la Tchétchénie. Quand j'allais voir les Chinois, ils me disaient, oui, oui, bien sûr. Pensez à quoi? Je n'ai pas entendu, là. Oui, c'est ça. Voilà. Bien sûr. Quand vous alliez voir les Américains, alors qu'ils avaient encore des troupes en Irak, ils pensaient à quoi? Bon, d'accord, etc., etc. Et les Anglais et les Français aussi, et les Français, quand même aussi, avec des, comment dirais-je, des gens qu'ils avaient sur leur sol, comme les Anglais d'ailleurs. Donc, vous voyez, avec cette relativité, vous arrivez à faire l'unanimité parce que chacun pense à soi. Donc, c'est la relativité des relations géopolitiques que je vous fais toucher du doigt. Alors, il reste quelque chose pour moi qui, en morale internationale, est un point d'interrogation, est un point d'interrogation important. C'est le point du mal et du droit international, du droit pénal international. Bon, ça c'est ma matière. J'étais secrétaire général adjoint de l'Association internationale de droit pénal avec justement Chérif Bassiouni. Et on a travaillé à l'Institut de Syracuse à mettre en place d'abord les tribunaux pénaux internationaux de la Yougoslavie et du Rwanda, et puis de la Cour pénale internationale. Je ne pense pas que c'est ce qu'on a fait de mieux, mais enfin, on l'a fait. On verra, c'est pas dit. Vous savez, comme disait Deng Xiaoping quand il a visité la France en 89, au moment du bicentenaire de la Révolution, on lui disait, mais, monsieur le secrétaire général, qu'est-ce que vous pensez de la Révolution française? Bien trop tôt pour en connaître les effets complets. Et oui, ils ne marchent pas au même rythme que nous, hein, d'accord? Ils ont une vision plus lointaine. Donc ce mal et ce droit pénal international. Alors nous, moi, on avait, dans les années entre 95, disons, et 2010, grosso modo, 2015 même, on avait cette, je dirais, cette envie, cette volonté. J'ai fait des conférences d'ailleurs à la faculté de théologie de Fribourg là-dessus. Je ne sais même pas si c'est pas là qu'on s'est rencontrés ou quelque chose comme ça. La dernière fois qu'on s'est vu, ça devait être il y a 25 ans, Madame Delsol, à ce moment-là. On avait cette volonté de faire que le droit pénal international, comment dirais-je, soit, pour ainsi dire, le droit, on pourrait dire, du bout du bout. Quand il n'y a plus rien, en fait, c'est la loi naturelle. C'est ça. C'était ça, la jonction. La loi naturelle, comment dirais-je, c'était le fait que toute l'humanité se révoltait quand il y avait des crimes de génocide, qui est une des formes d'ailleurs de crimes contre l'humanité, ou de crimes de guerre. Et on avait mis en résurgence, si je veux dire,
Nuremberg, en disant que, bah oui, c'était certes le tribunal des vainqueurs, mais il n'empêche que c'était un tribunal où les droits de la personne ont été respectés au niveau de la défense. Ces personnes-là qui étaient accusées, les dirigeants nazis, avaient le droit de se défendre. Ils ont eu un procès, entre guillemets, équitable. Bien. Donc, si vous voulez, il faut penser aussi à celui de l'Extrême-Orient, du tribunal d'Extrême-Orient, où ça a été les mêmes principes. Donc, on a pris en résurgence cet exemple, et tout d'un coup, le Conseil de sécurité, parmi les mesures non coercitives, coercitives, c'est effectivement d'envoyer des casques bleus, les premiers mandats étaient militaires, les autres étaient moins militaires, si l'on dit, c'était des opérations qui ont, pour certaines, échoué, lamentablement, en particulier à Srebrenica. Mais enfin, bref, le Conseil de sécurité, à force de voir, la force de l'image, à force de voir Sarajevo se faire écrabouiller sous les bombes, a pris la décision, qui n'était pas du tout une décision juridique habituelle pour lui, a pris la décision de créer un tribunal ex nihilo pour justement, entre guillemets, éradiquer le mal au niveau international. Et même chose a été faite au Rwanda pour justement éradiquer le mal. Alors Rwanda, effectivement, on voit qu'il y avait un génocide de 800 000 personnes quand même, c'est énorme. Et finalement, on a continué le scénario. Il y a eu un tribunal pour la Sierra Leone, il y a eu un tribunal mixte pour les faits commis au Cambodge, dont on a parlé tout à l'heure, où il y avait effectivement des internationaux, et il y en a encore un ou deux, peut-être j'oublie. Et puis on a créé la Cour pénale internationale qui, elle, a figé les choses. Et peut-être que les relations géopolitiques ne se satisfont pas de choses figées. Alors, on est en retard sur l'un, on fait des mandats d'arrêt sur l'autre, hein, et ça devient une cause politique, ça n'est plus une cause juridique. Donc, à ce moment-là, le pire, comment dirais-je, vous revient du meilleur. C'est-à-dire que la géopolitique embrasse le judiciaire, prend le judiciaire et en fait une cause de géopolitique. C'est la pire des choses qui puisse exister. Parce qu'à ce moment-là, on perd la notion du bout du bout. On perd la notion de ce droit naturel, de ces choses qui doivent nous rester sacrées. Et combien tu me donnes encore? Une minute ou deux? Deux. Donc après ces comment dirais-je, ces choses-là, après ces descriptions, après ce vécu, je pensais pas faire ça, mais je l'ai fait finalement, parce que comme après les films, je ne voyais pas comment j'allais faire quelque chose de théorique. Vous seriez endormi parce que vous avez faim d'abord, et puis ensuite parce que j'aurais parlé de choses qui ne vous intéressaient plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant devant cette société, devant ces relations internationales telles qu'elles sont? Un éclairage géopolitique et le mal sur ce que nous vivons actuellement. Ça va être un peu dur. Pour les États-Unis, actuellement, tout le monde est d'accord là-dessus, je ne dis pas ça de mon propre chef, la diplomatie américaine, c'est une diplomatie transactionnelle. Ça veut dire quoi? La diplomatie, et il ne faut pas dire que c'est que Trump, hein, il ne faut pas se tromper, hein, c'est pas seulement... les États-Unis, vous savez, ils sont composés de deux choses. D'une part, moi j'ai vécu 8 ans à New York, il y a la côte Est, la côte Ouest, et entre les deux, il y a ce que les Américains appellent le flyover. Comment dirais-je, on vole au-dessus de ça. Et c'est ce pays-là qui est parfaitement d'accord avec la diplomatie transactionnelle. Je me demande d'ailleurs si les entreprises américaines ne sont pas d'accord avec ça aussi, parce que dans l'état où est Boeing ou dans l'état où sont certaines entreprises, peut-être qu'ils ont envie d'avoir ce genre de choses. Donc, la diplomatie, à ce moment-là, le mal et la diplomatie, il n'y a pas de prisme historique ou pas de prisme moral, c'est une série de transactions. Alors, s'il n'y a pas de prisme historique ou pas de prisme moral, il y a un point délicat là. Peut-être que el diavolo, il diavolo.
un conflit ne se justifie que s'il génère un bénéfice immédiat. C'est ça, hein? Non, je ne plaisante pas là. Et donc, en Ukraine, ça ne génère aucun bénéfice, mais des pertes financières, donc pas question. Et Gaza, il nous en a parlé, c'est opportunité immobilière. Je vois ta main, oui, je la vois. Et enfin, donc, pour contrer ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour contrer cette... Pas pour contrer, pour opposer quelque chose de rationnel et d'éthique. Eh bien, j'ai un ami que je connais bien, qui est un monsieur qui a fait beaucoup de choses et qui était secrétaire général adjoint des opérations de maintien de la paix, qui s'appelle Jean-Marie Guéhenno, dont je vais vous donner, et c'est la conclusion, l'idée. Et je trouve que l'idée est excellente, elle peut nous servir dans le futur. Après un millénaire de guerres européennes et 2 guerres mondiales dans le siècle dernier, après Hiroshima et Nagasaki, la conclusion s'est imposée que la logique de la force aboutit toujours à des catastrophes. La majorité des pays du monde, c'est d'aujourd'hui, hein, c'est de ce matin, ça, il a mis ça en ligne ce matin. La majorité du pays du monde est convaincue qu'il faut avoir soi-même assez de force pour imposer l'idée que la force ne peut pas être le principe organisateur du monde. Il faut être fort pour penser que la force, comment dirais-je, ne peut pas être un instrument de régulation. Alors là, et enfin je termine donc par là, considérer que le multilatéralisme est une facette de la soft power, du soft power, et moi je suis d'accord avec ce qu'il dit, méconnaît le multilatéralisme. Le multilatéralisme est l'organisation institutionnelle du dialogue des intérêts, régulée par une raison que nous avons tous en partage. Donc, si l'on veut dire que l'on veut lutter contre le mal au niveau international et géopolitique, il faut se mettre en état de lutter contre le mal, c'est-à-dire d'avoir la force morale, physique et, je dirais même, financière, économique, etc., et armée, de le faire. Donc, ça nous nécessite d'être forts, dans tous les sens du terme, pour lutter contre le mal au niveau géopolitique. Je vous remercie.